Il y a un pays dont le peuple est le consommateur le plus passionné de thé. Pour le thé, ils ont lancé les explorations les plus dangereuses, mais aussi les guerres les plus cruelles. Ils maîtrisent la meilleure technique de mélange des thés et ont créé la culture du thé de l'après-midi. Or, ce pays n'est pas producteur de thé. C'est l'histoire du thé anglais, pleine de paradoxes, mais aussi proche de nous. Le pays qui consomme le plus de thé par habitant n'est pas la Chine, ni l'Inde, mais le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pourtant, ne produisait pas de thé. Pour le thé, les Britanniques n'hésitaient pas à dépenser de l'argent, à se mettre en aventure et même à lancer des guerres. Que signifie cette incroyable passion pour le thé ? Je m'appelle Yang Fan, Fan veut dire voilier. Je considère le bateau comme une partie de moi, une partie de ma vie. Yang Fan, un jeune de Fuzhou, est un passionné de voiliers. Son métier est de collecter des maquettes de voiliers classiques pour des musées ou des collectionneurs privés. Yang Fan adore les voiliers du 19e siècle. Surtout le roi en mer de l'époque, le Clipper. Le Clipper a été construit pour le commerce du thé. Il pouvait transporter plus vite le thé en Europe. Au 19e siècle, le thé rouge et le thé oolong du Fujian étaient connus du monde entier. La plupart étaient exportés en Angleterre. Le transport se faisait principalement en Clipper. Le Clipper a marqué le dernier grand progrès technique du voilier en bois traditionnel. Les dimensions plus fines, le nombre d'émats augmenté à 4 ou 5 et la surface des voiles doublée ont permis de faire le plein usage de la force du vent en mer. Toutes ces améliorations avaient un seul but, avancer plus vite. Pour le Clipper, sa vitesse est son atout. Il lui faut seulement 56 jours pour couvrir un an de trajet pour des voiliers traditionnels. Avec une vitesse plus rapide, la coque du bateau doit supporter plus de résistance, ce qui menace sa sécurité. Au début de l'utilisation du Clipper dans le commerce du thé, seulement 3 ou 4 Clippers sur 10 en provenance de Fuzhou pouvaient arriver à Londres. Le transport du thé était un pari de vie. Le Clipper, qui arrivait le premier à Londres,
pouvaient obtenir de super profits. Au 19e siècle, lorsque le clipper est apparu, les familles anglaises dépensaient 10% de leur revenu annuel en thé. La quantité de thé consommée fut multipliée par 200 et l'argent s'échappait à vitesse grand V à l'étranger. À tel point que les Anglais se demandaient s'ils auraient encore les moyens à l'avenir de payer le thé chinois. À cette époque, la Chine n'avait pas besoin de produits industriels anglais. Les commerçants anglais eurent donc l'idée d'apporter d'Inde de l'opium, ce qui mena à une guerre catastrophique en 1840. La guerre de l'opium est aussi la guerre du thé. Fuzhou, l'un des ports ouverts après la guerre de l'opium, est devenu le port de thé le plus important du monde. Chaque week-end, Yang Fan revisite avec ses amis les vestiges de l'ancien port de Fuzhou. La prospérité de l'ancien port de thé, il y a plus d'un siècle, reste toujours dans la mémoire des gens. Tu habites ici depuis des dizaines d'années. Ah oui, cette maison est délabrée, mais elle a aussi des bons côtés. Et sous la dynastie de Sil, il y avait ici 7 ou 8 quais, destinés principalement au thé. À cause du thé, beaucoup d'étrangers sont venus à Fuzhou. Plus de la moitié des entrepôts et des magasins étaient dans le commerce du thé. Sur le fleuve près de Mawei, il y avait énormément de clippers. Il y a une chanson qui racontait l'histoire entre Fuzhou, Londres et le thé. La prospérité de Fuzhou, apportée par le thé, a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, quand le bateau à vapeur a détrôné le clipper, ancien roi en mer. « 26 avril 2012, port de Greenwich. Le dernier clipper du monde, Cutty Sark, est rouvert au public après une restauration. Les clippers témoignent de la prospérité du commerce du thé au XIXe siècle. Moins de 200 ans après sa première rencontre avec le thé, toute l'Angleterre s'en était prise. En 1662, grâce à une princesse portugaise, les Anglais découvrirent la valeur du thé. La voilà, c'est Catherine de Braganza, princesse du Portugal. On lui a trouvé un mari pour créer une alliance politique. Donc elle a été envoyée en Angleterre pour épouser cet homme-là, le roi Charles II. Jane est la conseillère du Conseil du thé britannique. Kirsty est sa nouvelle élève. Au premier cours, Jane lui raconte l'histoire de la reine Catherine. Je pense qu'elle ne savait pas comment serait la vie en Angleterre, mais son grand réconfort était le thé. Elle a apporté une boîte de thé. On dit qu'elle en a apporté 3 livres, et elle a lancé la mode. Tout le monde imitait sa façon d'infuser et de boire le thé. Le thé est devenu populaire. Voilà pourquoi elle a été mentionnée dans beaucoup d'œuvres littéraires en tant que première reine anglaise à boire le thé. Toute la société mondaine anglaise était éblouie par la reine Catherine. La mode du thé qu'elle a lancée a duré plus de 400 ans, mais elle n'a pas pu gagner l'amour de son mari donjuanesque. De toute sa vie, Catherine n'a pas eu d'enfant. À l'âge de 54 ans, elle a été renvoyée au Portugal. Catherine ne s'attendait sans doute pas à ce que le thé, qui lui a tenu compagnie pendant sa solitude, deviendrait la seule chose qui permit aux Anglais de se souvenir d'elle.
Kirsty entend raconter pour la première fois l'histoire de la reine Catherine. C'est son premier cours de thé. Elle veut trouver un travail au plus vite. J'habite le quartier d'East End à Londres. Ma mère est femme de ménage. Mon père fait un peu de tout. Quand j'étais jeune, j'aimais pas l'école. Pour mieux connaître le thé, aujourd'hui elle se rend dans un salon de thé chinois à Londres. Jen veut que Kirsty découvre le thé vert. C'est un thé issu du Shandong, la montagne Laoshan. Il est de la même catégorie que le Longjing, mais le processus est tout à fait différent. Très fines, certaines feuilles sont très grandes, mais frisées comme des ressorts. C'est très doux. Merci. Je vous en prie. Kirsty est sortie sans finir le thé. Tu as pris du café ce matin? Non, j'en bois pas. Le thé t'a donné un peu de vertige. Prends un verre d'eau. Oui, s'il vous plaît. C'est la première fois que Kirsty goûte le thé vert. Elle a du mal à s'adapter à son goût. Au XVIIe siècle, ce sont les Hollandais qui apportèrent le thé vert en Europe. On le considérait à l'époque plutôt comme un médicament et non comme une boisson. En Europe, au début, le thé se vendait dans les pharmacies. À cause de son prix élevé, il se vendait en petits sachets. Les Européens prenaient le thé vert comme une herbe de magie orientale, capable de guérir toutes les maladies. Byron, célèbre poète anglais, a beaucoup écrit sur le thé vert et était touché par cette déesse de l'arme chinoise. Le thé vert, le plus populaire en Europe au XVIIe siècle, continue aujourd'hui à être produit en Chine. Le thé Songluo, premier thé vert exporté en Europe, est produit à Xiuning, dans la province de Lanhui, en Chine. Hu Chanze, héritier de la technique du Songluo, cultive le thé dans la montagne comme ses ancêtres. Aujourd'hui, il continue à utiliser la méthode traditionnelle de sa famille. La technique de Songluo remonte au début de la dynastie Ming. Il y a 300 ans, aux premières années du commerce du thé entre la Chine et l'Europe, Songluo était une véritable vedette. Selon les archives de la Compagnie britannique des Indes orientales de 1702, le Songluo représentait 2/3 du thé exporté. C'est de ce vieux port de Toonsy que le Songluo est parti pour l'Europe. L'âge d'or du Songluo a duré jusqu'au XVIIIe siècle, avant qu'il ne se fasse dépasser par d'autres thés réputés. Mais son goût spécial tient toujours les Européens à cœur. Aujourd'hui, le thé vert biologique produit à Xiuning est toujours exporté en Europe en grande quantité, comme quelques siècles auparavant. Au début du XVIIIe siècle, les Anglais ne buvaient quasiment pas de thé. En moins de 100 ans, ils sont tous devenus des passionnés de thé.
C'est justement une partie de la culture de ce pays. Je pense que pour moi, pour la plupart des Anglais, le thé signifie la famille, le réconfort, la sûreté et la sécurité. Remettre la cuillère à la soucoupe, tenir la coupe d'une manière élégante sans produire aucun bruit, se comporter correctement, s'asseoir tout droit, utiliser les doigts avec attention pour manger les sandwichs. Voilà une partie de ma vie familiale quand j'étais une petite fille. Mais aujourd'hui, les gens connaissent peu de ça. Le thé de l'après-midi est né il y a 200 ans. Les aristocrates anglaises ne prenaient que le petit déjeuner et le dîner. Pour endurer la faim dans le long intervalle entre les deux repas, la duchesse de Bedford trouva une solution. Partager avec des amis quelques tranches de pain tartinées de beurre ou de confiture avec du thé chinois. Le thé de l'après-midi est devenu la mode dans le milieu aristocrate et s'est répandu parmi les masses. Le thé de l'après-midi anglais commence à 16 h. L'hôtesse accueille les invités dans la chambre la mieux arrangée avec son meilleur thé et son meilleur service à thé. Elle sert d'abord du thé, puis ajoute du lait. Les sublimes friandises sont mises sur le plateau à 3 étages. Du bas vers le haut, leur goût va du salé au sucré, du léger au fort. Depuis le XVIIIe siècle, à la place du thé vert, le thé rouge tient le rôle principal du thé de l'après-midi. Le liquide infusé ressemble au vin. Il peut être fusionné avec du lait, du sucre et même des épices, c'est-à-dire plus adapté au goût des Européens. Vers 1850 en Angleterre, la révolution industrielle était en cours. Infuser le thé de l'eau bouillante pouvait tuer les bactéries et ainsi améliorer la santé des ouvriers. Les ivrognes étaient aussi moins nombreux. Pendant la révolution industrielle, le thé s'est intégré dans la vie quotidienne des Anglais. Grâce au thé, l'après-midi devient un moment riche et élégant. L'horloge sonne 16 h. Le temps s'arrête pour le thé. Chaque Anglais boit en moyenne 3 tasses de thé par jour. Le meilleur thé de l'après-midi anglais ne se trouve pas dans les hôtels 5 étoiles, mais au Betty's Tea Room à Arrowcrate dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Le salon de thé de la ville est ouvert depuis 120 ans. Il témoigne beaucoup de l'histoire des habitants. Cette table était réservée à la famille de David, mais ils ne sont pas venus pendant longtemps. David était client du Betty's pendant plus de 40 ans. Après la mort de sa femme il y a 6 ans, David n'y est jamais revenu de peur de se retrouver seul à la table sans Sylvia. La première fois que je suis entré là, j'avais 22 ans. Et maintenant, j'en ai 72. Le Betty's résume le tournant de ma vie. Quand j'étais jeune, la moto occupait toute ma vie. J'étais motocycliste à l'époque. J'allais au bar des motocyclistes comme Greasy Joe's. Quand j'ai rencontré Sylvia, j'ai dû faire un choix. Et elle m'a dit, je veux que tu vendes ta moto, achète une voiture, la moto ou moi, fais ton choix.
Depuis, David accompagnait sa femme boire du thé au Bétis. Parents de 3 enfants, ils ont vécu ensemble pendant 46 ans. Le thé les accompagnait les après-midi et à vieillir. Il a changé aussi, cet ancien motocycliste passionné de bière et de rock. Depuis 6 ans, David vient toutes les semaines sur la tombe de sa femme, lui apporte ses roses préférées et parle avec elle. Elle est tombée malade et est morte 5 mois après le diagnostic. C'était terrible. David continue à mener une vie solitaire. Ses vieux amis du Bétis se préoccupent beaucoup de lui. Comment aider David à sortir de sa tristesse? Ce jour-là, ses amis lui ont apporté une moto de champion, montée à la main dans les années 1960, la préférée de David quand il était jeune. C'est un peu comme piloter un avion. La vitesse et la puissance sont immenses sur 2 roues. C'est comme voler. On dirait que David retrouve un peu sa jeunesse. Le week-end, il est invité à dîner. Et cette fois, il ne refuse pas. Son vieil ami est un héros ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale. David envie secrètement son ami qui, à 90 ans, est encore amoureux. Bob a 92 ans et sa copine Jill 80 ans. Mais ils ont l'air d'être du même âge. C'est une très belle femme. Je pense que peut-être je chercherai une autre Sylvia. Mais je ne la trouverai jamais. Beaucoup de couples n'ont pas vécu ensemble aussi longtemps que nous. 46 ans, c'est long. Je ne dois pas me plaindre. Six ans après, David revient enfin à son ancienne table et commence une nouvelle vie. David sort avec une dame qui aime aussi boire le thé. Il est persuadé que son vrai amour est lié. J'ai vécu seul pendant 6 ans.
J'espère être stable à nouveau. Je ne veux pas être un Roméo centenaire. Londres. Dans l'après-midi, Jane continue à donner ses cours de thé dans son appartement. Jane a été professeure d'anglais il y a 30 ans. En 1983, Jane, alors au chômage, a ouvert un salon de thé avec ses amis. Depuis, elle est passionnée de thé. J'essaye de planter du thé chez moi. C'est très intéressant. Je vais vous montrer. Il grandit plus vite dedans. Le sol est acide. Tu vois comment les nouvelles feuilles sont en train de pousser? Un petit bourgeon très petit se forme là. Le thé n'est pas qu'une simple boisson, il est plus qu'une boisson. Il étanche votre soif et plaît à vos papilles gustatives. Il enrichit votre compréhension, élargit votre horizon et vous ouvre les yeux. Le troisième cours de Kirsty est destiné à la danse. Au XIXe siècle, la danse et le thé étaient parfaitement combinés dans les activités sociales anglaises. En buvant du thé et en dansant, même les dames les plus réservées deviennent dynamiques. Kirsty est timide. J'espère qu'apprendre les choses nouvelles lui donnera plus confiance en elle. Kirsty a grandi dans un bidonville de Londres. Elle n'a jamais assisté à un bal de thé, elle ne sait pas danser non plus. Bien qu'elle n'ait pas trouvé de travail, le thé et la danse la rendent plus optimiste. Le thé a changé l'Angleterre en suscitant la culture unique du thé de l'après-midi. Aujourd'hui, à l'autre bout de la Terre, des gens à la mode commencent à prendre l'anglais. Le thé, avec un air anglais, revient à son pays d'origine, la Chine. La famille de Dian Huaiduen a introduit à Taïwan le thé de l'après-midi à l'anglaise. Il y a 12 ans, elle est venue seule à Shanghai et à Pékin pour gérer des salons de thé. Quand je suis venue en Chine continentale, je n'avais aucune espérance. J'étais jeune et c'était la première fois que je venais à Shanghai. Je voulais seulement essayer. Ces 30 dernières années, la Chine continentale se développe de plus en plus rapidement. On commence à se préoccuper de cette rapidité. Ne veut-on pas lire tranquillement quelque part? Ne voit-on pas les fleurs juste à ses côtés? Le thé a un goût tellement spécial. Personne ne l'aime? Pour les Chinois, le charme du thé de l'après-midi ne réside pas dans son goût, mais dans le mode de vie qui lui est lié. Une tasse de thé rouge, un moment ensoleillé de l'après-midi, les pas pressés se font de plus en plus lents. Remplis un tiers, comme ça, les clients peuvent sentir l'arôme. Dans la 2004, il est devenu très populaire. Quand vous êtes assis pour prendre du thé, c'est le moment du thé de l'après-midi. Dans notre existence ou notre vie quotidienne, il faut avoir un petit espace pour souffler un peu.
le Royaume-Uni ne produit pas de thé. Mais pour la passion de son peuple, en s'appuyant sur l'influence de l'ancien empire colonial, il a fait de l'Inde, du Sri Lanka et du Kenya 3 grands producteurs de thé. Dans le système industriel dominé par le Royaume-Uni, la plantation et le traitement sont réalisés principalement dans les régions de thés étrangères. Mais le mélange se déroule toujours en Angleterre. Chaque thé rouge anglais a sa recette spéciale. Dans les usines de thé anglaises, le directeur de mélange est la personne la plus importante. Les goûts fondamentaux dont vous devez vous éloigner sont l'ail, l'oignon fort et tous les aliments qui peuvent rester sur vos papilles gustatives. Évidemment, si vous êtes enrhumé, vous ne pouvez pas déguster le thé, parce que vos papilles gustatives et votre odorat ne fonctionnent pas correctement. Je crois que c'est une manière particulière de gagner sa vie, c'est très spécial. Mike travaille à l'usine de thé Twinings depuis 25 ans. Il est la plus haute autorité pour la dégustation et le mélange du thé. En 2013, les Anglais vont célébrer le 60e anniversaire du couronnement de la reine Elisabeth. Le mélange du thé est confié encore une fois à Twinings et Mike en est le responsable. Pour Mike, c'est la mission la plus difficile en 25 ans de carrière. Il va demander de l'aide à quelqu'un. Stephen Twinings est l'héritier de la 10e génération de l'entreprise. Sa famille fournit le thé impérial depuis l'époque victorienne au 19e siècle. La famille Twinings a vendu l'usine il y a plus de 50 ans. La plupart des membres de la famille sont entrés dans d'autres métiers, sauf Stephen. Je préfère me décrire moi-même comme un ambassadeur global de Twinings. Je veux faire connaître aux gens ce cadeau merveilleux de la nature, le thé. En tant qu'héritier de la famille Twinings, la connaissance de Stephen du goût impérial pourrait aider Mike à trouver la bonne voie. « 12 livres! Super qualité pour 12 livres !» Les fleurs sont les lutins de la joie. Mike pense qu'il faut mélanger des fleurs dans le thé. Une présentation festive correspond bien à l'atmosphère du 60e anniversaire du couronnement de la reine. Peut-être qu'on peut ajouter des bleuets et des soucis jaunes. Ouais. Cela ne changera pas le goût, mais pourra donner un peu de stimulus visuel, je crois. Selon vous, quel sera le bon pourcentage? 1% à peu près. Donc il n'y a pas d'arôme. Oui, je veux dire que j'aime bien cette idée. Mais une voix au fond de moi me dit, il s'agit de la pureté du thé, à cette occasion fantastique. Ce genre de choses va un peu trop loin. On se demande toujours, est-ce qu'on peut rendre ça meilleur? Mais il faut bien savoir ce que veut dire meilleur. Parfois, si on ajoute plus d'ingrédients, mais qui nuisent à la beauté originale du thé, alors il faut les abandonner. Ils ne rendent pas le thé meilleur. Ils peuvent donner une apparence plus belle et attirante, mais ils nuisent à l'ensemble du thé
et détruisent la beauté la plus simple. Si on n'ajoute pas de fleurs, est-ce qu'on peut trouver une autre méthode pour créer le thé de la fête? Pour l'instant, ils n'en ont aucune idée. Il y a 300 ans, dans la rue de Strand, située dans le quartier financier, l'ancêtre de Stephen a ouvert le premier salon de thé de Londres. Stephen cherche souvent de l'inspiration ici. Chaque jour, on cherche des thés dans environ 16 pays et on collecte des milliers et des milliers d'échantillons de différents types, qualités et arômes. Et on les mélange ensemble pour produire un thé homogène. La technique de mélange est essentielle pour Twinings. Au début du 19e siècle, grâce à la recette fournie par le comte Charles Grey, Premier ministre à l'époque, la famille a créé le célèbre thé Earl Grey. Maintenant, Stephen peut-il aussi créer un thé qui plaise à la reine? L'arrière-petit-fils de 8e génération du comte Grey vit en ermite dans le domaine de Tregosnan dans le sud-ouest de l'Angleterre. Depuis 700 ans, sa famille est passionnée par les plantes. Ils ont financé d'innombrables explorations botaniques. Les plantes rares collectées dans le monde entier sont toutes plantées dans leur jardin familial. En 1996, Jonathan, qui venait d'être nommé chef jardiniste, a fait une découverte surprenante. C'était un moment incroyable. Les camélias ont fait leur entrée ici. C'est un arbre chinois, il est très rare et très cher. Et maintenant, ils sont plantés ici. On doit essayer de planter plus de camélias. Ils sont de la même famille que les théiers. J'ai visité des plantations de thé, je me suis demandé pourquoi pas planter des théiers. Toutes les tasses de thé que boivent les Anglais viennent de l'étranger. Les thés d'Inde, du Sri Lanka, du Kenya, de bons rapports qualité-prix, suffisent à répondre à leurs besoins. De plus, la haute latitude et le climat froid de l'Angleterre ne sont pas favorables pour la plantation du thé. Les premiers essais ayant échoué, les Anglais n'ont plus jamais planté de thé sur leur territoire pendant 300 ans. Tout le monde dit que c'est fou. Quand on a commencé à planter du thé, les gens disaient « c'est impossible, vous ne pouvez pas planter de thé en Angleterre, ça ne fonctionnera jamais ». On ne comprend pas pourquoi Jonathan plante du thé. Mais son ami Tom croit que c'est une bonne idée de planter du thé en Angleterre. Ces deux amis ont tous un esprit d'aventure. Tom participe souvent à des reality shows et est connu parmi les spectateurs. Il vit dans la forêt. Le week-end, Jonathan va chez lui boire du thé et parler avec lui. Tom, tu bois une tasse de thé, je crois, n'est-ce pas? Après le film tourné à Londres, tu es devenu célèbre pour ce que tu as fait avec les 3 garçons qui avaient faim et d'autres personnes. Tu crois que ces garçons, ces 3, ils aiment boire le thé? Ils l'aiment à la folie, sans blague. Pendant l'émission télé, on avait le droit d'apporter aucune provision. La seule chose que j'avais glissée dans mon sac, c'était un sachet de thé. Et tu sais quoi? On a fait 12 tasses avec. C'était la seule chose que nous avions avec nous. Parce que pendant l'aventure, nous n'étions pas autorisés à apporter de nourriture ou d'argent, rien. C'était la seule chose que nous avions prise. J'allais dire clandestinement. Parfois, un sachet de thé peut produire un miracle.
À part Tom, Jonathan a aussi des experts de thé comme supporters. Ces derniers ont tous été managers de plantations étrangères. Ils rêvent aussi de planter du thé en Angleterre. Après 10 ans d'efforts, Jonathan a récolté les premières feuilles de thé proprement anglaises. Bien qu'elles rapportent peu et restent inconnues du grand public, Tregosnan est la seule plantation d'Angleterre. C'est comme ramener le thé à la maison d'une manière particulière. Ici, c'est la maison du thé. On permet aux Anglais de boire du thé anglais pour la première fois. C'est ça qu'on fait. Londres, à 400 km de là. La préparation du thé pour la reine est toujours en cours. Depuis plus d'un siècle, chaque thé spécialement mélangé par Twinings pour la famille impériale a sa propre caractéristique. Stephen veut essayer une méthode jamais tentée par ses ancêtres. En général, on ne mélange pas le Darjeeling avec l'Assam. Mais en cette occasion si particulière, le Darjeeling a vraiment du caractère. On dirait du muscat qui ressemble au vin blanc sec. Il a un goût léger et rigoureux comme le raisin, des arômes très riches, parce qu'il vient d'une altitude élevée. Le mélange des deux est une combinaison particulière. D'habitude, ça ne fonctionne pas. Mais le Darjeeling met en valeur l'Assam, comme ce que diraient les Français. Je ne sais quoi. C'est vraiment frais, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, au palais de Buckingham, le thé spécial pour le 60e anniversaire du couronnement de la reine est présenté au public pour la première fois. On a l'honneur de servir tous les rois et toutes les reines britanniques depuis 1837. On en est très heureux. On espère que tous nos consommateurs auront la meilleure expérience du thé. Kirsty apprend l'art du thé depuis 3 mois. Aujourd'hui, c'est son dernier cours, un bal de thé. L'hôtel Waldorf de Londres organise chaque mois un bal de thé. Aujourd'hui, le bal de thé, très populaire au XIXe siècle, a quasiment disparu. L'hôtel Waldorf est le seul hôtel 5 étoiles à garder cette coutume ancienne. Pour ce dernier cours, Jen, maître de Kirsty, décide de ne pas l'accompagner sur la piste de danse. Parfois, il faut passer à la prochaine étape de sa vie. Il est temps d'avancer. Sans compagnon, sans amis, Kirsty ne sait quasiment pas danser. C'est la première danse de thé de sa vie. Je n'aurais pas rencontré Jane si je n'étais pas là. Et je n'aurais pas appris les connaissances que j'ai maintenant sur le thé. Je continue à étudier des techniques. Je dois me lancer dans des choses nouvelles. J'ai toute une vie devant moi et j'espère que je réussirai. Kirsty espère qu'elle pourra ouvrir plus tard un petit salon de thé. Le thé pourra être son travail, mais aussi sa vie. Le thé est le meilleur compagnon des gens sous le soleil de l'après-midi.
dans le thé anglais se reflètent des vicissitudes de l'histoire. La rencontre du continent avec l'océan, de l'Orient avec l'Occident, qui ont influencé le cours de la civilisation humaine. Tant plus une marchandise qui a changé le monde, le thé retourne à son origine, un mode de vie artistique, une boisson capable de faire communiquer les âmes. Je pense que le thé est vraiment une boisson magique, presque une expérience religieuse. Il nous permet de garder le sang-froid. Quand on est surchauffé, il nous calme. Quand on est déprimé, il nous dynamise. Il nous permet d'avancer et d'élargir notre horizon. Il nous apprend à vivre. Le thé exprime l'attitude de l'être humain à l'égard de la nature et de son cœur. Certains gens sont nés pour le thé et vivent avec le thé. Ce sont des hommes de thé. Retrouvez notre série documentaire dans l'épisode 6, L'humanité dans une tasse de thé.